سلخكم ومالي مرار تان صديشة تان السايت تان توافى الأحكام الضروري نكال توافى الأحكام الدختمت تدقضاء أسيتا والنزوات. La Zawad, c'est ce qui est communément appelé les 6e, 7e et 8e régions administratives du Mali, et aussi avec tout ce qui vit sur ces territoires en termes de personnes, en termes de peuple, en termes de géographie et même s'il le faut avec les animaux qui y vivent. الحدود النظار كوزت كارلنا توسن تتزار تسافر موريتانيا تان سنة تسافر الجزائر تان مين جوس نيجر تان جوس بوركينا فاسو تان ترام مالي كونتردا. La Zawad est délimitée par un certain nombre de frontières, de pays. Il est limité à l'est par l'Algérie, à l'ouest par le Burkina Faso, au sud par le Mali s'il le veut bien, par la Mauritanie au nord c'est l'Algérie, à l'est par le Niger, à l'ouest par le Burkina Faso et au nord-ouest par la Mauritanie. Et le Mali, dans la situation actuelle, occupe la partie sud de cette description géographique. انت شيء وشت زازجا انت تنتطافت انت قسم تحكامت هذا مرة سبدير كي امن لا تطافت تام تمرون ارسل موس دركات من امن لا ودنا اديكنا ندوام الشيء امن لا ادورو ناكري ونجوت نتانتنا لغا تمرن. Et au jour d'aujourd'hui, le MNLA, le Mouvement national pour la libération de la Zawad, occupe toutes ces frontières. Donc le MNLA a libéré le territoire de l'Azawad sur toutes les frontières qui viennent d'être citées. Sauf le côté du Mali. Sauf le côté malien. Donc les frontières avec l'Algérie sont aujourd'hui gérées par le MNLA, du côté des Tinzawaten, aussi bien du côté des Khalil. La frontière avec le Niger, c'est le MNLA qui est présent. La frontière avec le Burkina Faso, c'est le MNLA qui est présent. Et la frontière avec la Mauritanie, c'est le MNLA qui est présent. Donc toutes ces frontières aujourd'hui sont une réalité dont dispose le Mouvement national de libération de l'Azawad. Donc, أواسط دقها وانترنا إمن لا ورهنا قيم دقا التطف دقا كارم دقا فرنترتين تعالى التطف عرم الترمسك على عشرة توان بريم مالي واحد يعني بشيس إن شاء الله كيسيونا انشينا دقا الساعة. Aujourd'hui, la seule partie que le MNLA ne contrôle pas encore, c'est la partie qui la sépare du Mali. Mais c'est une question de jour, mais ou même voire une question d'heure. Dans les tout prochains moments, toutes les dispositions sont prises pour que cette partie aussi soit libérée. إمنا لورت التراوي جرنا ورقة الترن كنا غرب نسن لورقة الترن في غرب نسن تمسري يروا هوني جنناني هازلين لا تمتين ساعتها يوم تندواسي تونا لكن دواسي تونا الإرهاب فلين انتهتر من اللونيت يمن الله ورث الترى روحت الترى كان غير كنتو ترنا اللونيت داخل جودي جيتاك مما غي جيت إرهاب يمن الله تسنفرنا بريد وانا تقل إرهابية غير من التلول تشملي كان. Le MNLA, le combat du MNLA, c'est un combat à l'image de l'ensemble des combats qu'ont menés les peuples dans la recherche de leur dignité, dans la recherche de leur liberté. Et si se battre aujourd'hui pour sa liberté et sa dignité nous mérite le prix d'être qualifié de Al-Qaïda ou d'être qualifié de bandit, nous l'assumons. Nous assumons que nous allons mener, nous menons et nous allons continuer à mener un combat pour la dignité du peuple d'Azawad
et pour la liberté du peuple d'Azawad. Voilà. Arhaba de jagna wasna hin sijra habantak kana sedin fi jannanina problem kana zawad harku hakanta كتما شخص التوالد هذا شنو الشعب وانا أزوادي للشعب اللي ترتاين هلا الشعب وركل السالة هذا هنا ينهارت وركل السالة هذا دو الشغل اللي. Donc aussi je tiens à préciser que l'Azawad ou sur le territoire de l'Azawad vivent en parfaite harmonie plusieurs populations, notamment les populations Touareg, mais également des populations Songhai, donc les populations autochtones locales, et les populations Peul. Et pour la première fois, toutes ces populations se sont donné la main pour converger ensemble vers l'objectif de la libération de ce territoire. Et une partie de ce qu'on appelle les marabouts, les Arabes, les marabouts. Voilà, et une partie de ce qu'on appelle, de ceux qui se font appeler communément arabes, mais qui sont morts, donc d'origine arabo-berbère. Voilà, أواصل يا هون تسلم هذا أواصل ده هون تكفى ده وسلام من أزوال هون ده هرم مرادة أقرب إن تكنا رميل غاو يفسر إن تزالت إن رشقة عن مرد نسم وادو بينات اللي تشفلاس أنت عدنا وورنا الدوبت أرهن رشقة عن سنة possibiliteten تتزار التيدا تان سنة تبدأ بضفنا من حسن نسم هون ده هرم عرسيوغنا فهم نسم ده problem نزوال. Donc, c'est ce que je voulais vous donner comme information aujourd'hui sur l'Azawad. Et je vous informe que la Ligue de l'Azawad est en train d'avancer à grands pas, est en train de réussir à grands pas et de manière très positive. Ce que nous voulons demander à nos frères partout où ils sont, c'est un soutien réel, tant au niveau politique, au niveau relationnel. Donc, ensemble, nous pensons qu'avec autant de soutien de tous nos frères, on va arriver à un résultat satisfaisant. جاونا الخير الجن كلنا ولا جاونا الخير كلنا مويا كلنا أزواج كنا وانا تلان الشغل كنا ونوغل كلنا. Je vous remercie beaucoup. L'Azawad compte sur vous et l'Azawad a de la place aussi pour vous. Donc je vous remercie. Voilà, merci M. Magdi et à Moussa, donc tu continues pour nous résumer un petit peu voilà, la situation sur l'historique, c'est comme tu veux. Je vous remercie. Donc, je pense qu'après ce que Magdi a dit, il ne me reste plus qu'à revenir juste un peu en arrière pour faire un petit historique qui permettra certainement une meilleure lisibilité de ce que aujourd'hui le peuple de l'Azawad est en train de faire à travers la lutte que mène le MNLA. D'abord, pour mieux comprendre aujourd'hui le combat du MNLA, il faut aller en arrière et se retrouver en 1958 pour vous expliquer et expliquer à nos détracteurs qui essaie de résumer notre combat à un phénomène ou un événement isolé, né de certaines conjonctures ou du changement politique dans certains États. Ce n'est pas le cas. En 1958, avant l'indépendance de ce qui se fait appeler aujourd'hui le Mali, l'ensemble des chefs tribus, les tribus Touareg de l'époque, et Soreï, et toutes ces populations qui vivaient sur ces régions, ont adressé un document officiel, dont la copie existe heureusement encore, au gouvernement français de l'époque, pour lui signifier que nous ne sommes pas prêts à être intégrés à un nouvel État malien, parce qu'il ne répondra certainement ni à notre différence, ni à nos attentes politiques qui sont
évidemment différente des attentes du peuple malien du Sud. Des promesses avaient été prises par l'État français de l'époque pour la création d'un État saharien pour ces populations-là. Et malheureusement, cette promesse n'a jamais été tenue. Et en 1960, le Mali devient indépendant. La France a transmis la responsabilité de l'ensemble des populations sans aucune exclusion et sans faire la part de leur spécificité à un nouvel État malien. L'État malien a pris forme autour d'un système très ségrégationniste parce qu'il n'a pas pris en compte la différenciation, il n'a pas pris en compte la multiplicité des ethnies, donc les différentes entités qui composent la République du Mali. Du coup, toutes les politiques que le nouvel État malien a mises en place, tant sur le plan éducatif, que sur le plan de santé, que sur le plan administratif et politique, les peuples de cette partie du Mali ont été tout simplement oubliés, pour ne pas dire directement combattus. Parce que les premières politiques qui ont été mises en place sur ces territoires, c'est des politiques de domination, des politiques de discrimination, et plus tard, elles deviendront des politiques de mise à mort de ces populations-là. Du coup, on ne s'est jamais senti à l'aise dans cet état. Et déjà, en 1963, il y a une rébellion qui éclate, un soulèvement de la part de ces populations. Ces populations ne demandaient rien d'autre qu'elles soient considérées et qu'elles soient prises en compte dans les politiques de développement du Mali. L'État malien de l'époque n'a eu d'autre réponse que d'envoyer l'armée sur les territoires de l'Azawad pour massacrer tout ce qui peut ressembler à une révolte. Et systématiquement, c'est une chasse à l'homme basée sur la couleur de la peau. Donc, l'objectif, c'était de mettre fin à l'existence du peuple touareg à l'époque. Donc, il y a eu des massacres collectifs qui ont été organisés et la révolte de l'époque a été matée dans le sang et elle n'a pas pu aller loin. Déjà en 1964, la zone a été complètement militarisée et c'était la fin. Mais entre parenthèses, pour mieux comprendre aussi, pendant cette période, l'État malien, à travers son armée, a organisé des mariages forcés entre les militaires qui étaient sur le terrain et les familles, les femmes touaregs de cette partie du Mali. Il a aussi organisé des exécutions sommaires publiques des chefs de famille. Et la plupart de la génération qui s'y révoltera après, c'est des jeunes à l'âge de 10-12 ans qui ont assisté à l'exécution publique de leur père, où ils ont été obligés d'applaudir chacun la mort de son père en plein public. Donc, il y a eu un calme précaire, mais un calme qui ne sous-entend pas du tout qu'il y a eu une solution. Et déjà encore en 1990, il y a une nouvelle révolte. Cette fois-ci un peu plus organisée et mieux outillée en termes d'armement et aussi en termes de savoir-faire de ceux qui allaient mener cette révolte. De 90 à 96, il y a eu de violents combats. Et comme en 1963, l'État malien s'est adonné à des pratiques indignes de la part de l'État parce qu'il s'est permis d'organiser à nouveau
des exactions sommaires publiques, il s'est permis d'organiser des empoisonnements de puits dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Il s'est aussi adonné à des pratiques d'extermination du cheptel animalier qui constitue la seule source de vie des populations nomades. Parmi les exemples les plus frappants de la folie meurtrière de l'armée malienne et de l'État malien dans les années 91 figure l'extermination du village de Kelissou qui est situé à 7 km de la ville de Gao, où tout ce qui bougeait dans cette ville, dans ces villages, a été exterminé. L'armée malienne était présente et elle a encouragé des milices paramilitaires pour faire le reste du travail. Ce soulèvement a été couronné par un pacte qui a été appelé le pacte national. Et ce pacte national prévoyait un changement de conditions de vie des populations, notamment la mise en place d'infrastructures pour répondre aux besoins des populations. Il était prévu, à titre d'exemple, des infrastructures routières pour désenclaver les régions du nord du Mali. Ces infrastructures routières, parmi lesquelles une des plus déterminantes serait la route qui allait relier Gao à Tombouctou, Tombouctou à Kidal et Kidal jusqu'à la frontière de l'Algérie, pour permettre à ces régions de mener des activités aussi commerciales et autres avec les pays voisins, notamment l'Algérie, d'où vient exactement la plupart des vivres de ces régions-là. Les régions du Nord ont plus d'échanges commerciaux avec l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, que le reste du Mali. Mais ces promesses n'ont jamais été tenues. Il était prévu également l'accélération d'une politique éducative envers les populations nomades qui avaient toujours été oubliées et au sein desquelles les taux de scolarisation le plus faibles au Mali étaient encore enregistrés. D'autres promesses non tenues, c'est la démilitarisation des régions du Nord pour laisser la place à la décentralisation et à l'ancrage de la démocratie. La décentralisation dans la forme, effectivement, a vu le jour parce qu'on a permis l'élection de conseillers communaux, des députés dans les régions du Nord. Mais la décentralisation en termes de transfert réel des compétences et de décentralisation du pouvoir du centre de Bamako vers les régions du Nord ne s'est jamais réellement opérée. Autant d'exemples juste pour illustrer la mauvaise volonté de l'État malien pour trouver une solution durable au problème du Nord. Donc le pacte national a été piétiné par les autorités maliennes et la plupart des promesses qui ont été notées dans ces documents qui constituent le pacte national n'ont pas été respectées. Le seul élément qui a été apparent et visible, c'était l'intégration des ex-rebelles, donc l'intégration de certains des ex-rebelles au sein des forces armées maliennes. Mais ça, c'est dans l'intérêt du Mali. Le Mali est un pays faible sur le plan militaire et un pays qui reste menacé par les puissances voisines. Donc le Mali avait intérêt à intégrer ces quelques combattants au sein de son armée. Et c'est une intégration qui a été effectivement mal faite. Parce que les vrais rouages, les rouages importants de l'armée n'ont jamais été ouverts pour ces combattants. Du coup, ils n'ont jamais accès au vrai commandement militaire. Ils ont juste été désignés chaque fois qu'il y a une tension pour diriger les opérations de terrain, mais jamais le commandement militaire au vrai sens ne leur a été confié. De même que les centres d'instruction qui permettaient une formation militaire accentuée n'ont jamais été ouverts pour ces combattants.
ainsi que l'école militaire interarmes, par exemple, qui formait les officiers, n'a jamais ouvert ses portes pour les ressortissants des régions nord du Mali. Donc, le seul élément que le Mali a essayé de respecter et pour l'utiliser aux yeux de l'opinion internationale en montrant des Touaregs, des ex-combattants dans l'armée, habillés en tenue militaire malienne et sous les drapeaux maliens, cet élément a été purement et simplement saboté dans le fond. Donc le pacte national a été plus un malaise qu'une solution. Et de 1996 à 2005, il y a eu un calme précaire, mais entre 2005 et 2007, vous êtes certainement au courant d'un début de soulèvement à travers le feu Ibrahim Agbahanga, qui a commencé à mener des actions de terrain, notamment dans la Dra des Iforas, dans la région de Kidal. Il y a eu des accords, du accord d'Alger, pour mettre fin à cette révolte. Et de nouveaux engagements ont été pris, de nouvelles propositions ont été faites. Mais c'est toujours la même chose. Les promesses, c'est des engagements qui n'ont jamais été tenus, ni par l'État malien, ni par la communauté internationale qui était censée être l'observateur dans le suivi de l'application de ces accords-là. Un des éléments, un exemple qui était parmi les engagements que le Mali avait pris entre 2005 et 2007, c'est la création d'unités spéciales de sécurité des régions nord sous le commandement des combattants de feu Ibrahim Agbahanga et de l'Alliance du 23 mai. Mais cela n'a jamais vu le jour parce que pour 1 millier de combattants, l'État malien a donné moins d'une dizaine de véhicules sous-équipés. Donc, aucune action sérieuse de sécurisation des régions du Nord ne pouvait être menée avec des moyens si limités. Et la conséquence, c'est l'installation de tous les fléaux que les autres États ont pu empêcher chez eux. Le trafic de drogue, l'installation des groupuscules islamistes, les prises d'otages et tout ce qui s'ensuit. Les seuls qui étaient capables d'empêcher l'instauration de ces fléaux, c'est les populations autochtones, c'est les populations locales. Mais l'État malien a tout fait pour que ces populations n'aient pas les moyens de s'occuper de ces fléaux, de les empêcher. Parce que ça l'arrangeait bien sûr. Donc, 2005 à 2007, on a pensé qu'on devrait attendre pour voir la réalisation de ces engagements. Ils n'ont jamais vu le jour. Et la suite logique, c'est la situation actuelle. Donc, le 17 janvier 2012, le Mouvement national de libération de l'Azawad a pris la responsabilité de prendre les choses en main, d'engager la vie de ces hommes pour vraiment opérer un changement, mais cette fois-ci avec la volonté et la détermination de trouver une solution durable, voire définitive. Et depuis le 17 janvier à maintenant, comme l'a dit Magdi, nous avons libéré plus de 85% du territoire de l'Azawad. Donc, les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, aujourd'hui, sont contrôlées donc, à plus de 85% par les MNLA. Mais l'objectif final, c'est vraiment la libération de l'ensemble de ces territoires pour l'instauration de la volonté du peuple de l'Azawad. Parce que depuis l'indépendance du Mali jusqu'à aujourd'hui, l'État malien, les différents régimes maliens qui se sont installés, qui se sont succédés, n'ont jamais pris en compte la volonté du peuple de l'Azawad. Ni pendant les élections, ni pendant les concertations dans le pays. Les élections dites démocratiques
ne se sont jamais réellement effectuées sur le territoire de l'Azawad. Parce que pour qu'il y ait des élections, il faut aller vers la population, il faut permettre à la population d'avoir les moyens de voter, il faut que les élections aillent vers les citoyens. Pour une population normale à plus de 90%, à qui on ouvre des bureaux de vote essentiellement dans les centres urbains et dans les grandes villes. On va de soi que ce n'est qu'une volonté délibérée pour que cette partie du peuple ne vote jamais. Donc, la vraie volonté du peuple de l'Azawad ne s'est jamais exprimée à travers les élections parce que les moyens qui devraient permettre l'expression démocratique du peuple de l'Azawad n'ont jamais été mis en place. On nous a acquis parfois pour nous dire que le Mali est un pays démocratique et que nous devrons utiliser les moyens démocratiques d'expression de notre volonté, de nos revendications. Dans cette population de l'Azawad, même pas d'essence, donc, un élément effectivement important, c'est dans le système de recensement administratif que le Mali a fait, plus de 2/3 de la population n'est pas recensée, pour les mêmes causes, parce que la majorité de la population est nomade, et l'État ne met pas de politique de recensement qui prennent en compte la mobilité des populations. Donc du coup, les populations qui sont accessibles au niveau des villes et des villages sont recensées. Donc au jour d'aujourd'hui, même le nombre de la population de l'Azawad que le Mali donne est faux. Et le Mali s'arrange toujours à voir à la baisse la population de l'Azawad pour minimiser et son action et sa volonté. Donc c'est un peu un ramassé de l'histoire du mouvement du peuple d'Azawad depuis 1958 à aujourd'hui. Pourquoi j'ai voulu faire ce résumé? C'est pour montrer que nous ne sommes pas dans un système de rébellion. Aujourd'hui, le combat que mènent les MNLA, ce n'est pas une rébellion. Ce n'est pas des combats isolés. C'est la suite logique d'un processus. Nous nous situons dans un contexte de processus. Et ce processus a commencé en 1958. Il ne s'est jamais arrêté. Il y a eu des pauses, il y a eu des attentes. On a de temps en temps donné le temps au Mali pour voir si les engagements qu'il prenait étaient vrais. On s'est toujours rendu compte que ces engagements étaient faux. Et on nous calme chaque fois par des promesses pour permettre soit à une élection de se dérouler sans problème, soit à un financement obtenu par la Banque mondiale ou le FMI d'être gagné par le Mali. C'est pour des circonstances pareilles qu'on essaye d'entretenir l'illusion pour le peuple d'Azawad. Donc la lutte que mènent aujourd'hui les MNLA, c'est la suite de ce processus-là. Et l'objectif aujourd'hui du MNLA, c'est vraiment de permettre au peuple d'Azawad d'être enfin entendu. Et la meilleure manière pour qu'il soit entendu, c'est que le Mali se retire et retire son armée qui n'a pas arrêté d'installer dans ces régions. Il a toujours militarisé les régions du Nord pour faire oublier aux populations le vrai enjeu, celui du développement local. Le MNLA aujourd'hui a l'aval de l'ensemble de la population des 3 régions du Gao, Tombouctou et Kidal, contrairement à ce que l'État malien essaie de faire voir. Le Mali a accès à tous les médias internationaux, il a accès à sa télévision, il a accès à la parole de ses partenaires à travers les différents États, donc il fait circuler l'information qu'il veut. Mais si vous demandez aujourd'hui sur place, vous allez vers les populations, vous leur posez la question, elles répondent tout simplement qu'on ne veut plus de ce système politique qui tend à engloutir
qui tend à faire disparaître les plus faibles, qui tend à faire oublier la douleur de celui qui n'a pas les moyens de l'exprimer, qui cherche à dominer celui qui risque de se révolter. C'est ça la volonté et la politique du Mali depuis 1960 à aujourd'hui. Notre discours depuis le 17 janvier 2012 n'a pas changé. Il reste le même. Notre volonté, notre ambition, notre projet de société ne peut plus se faire avec le Mali. La frustration et la déception sont énormes, à un point où on ne peut plus croire qu'un avenir certain puisse être encore possible avec l'État malien tel qu'il a essayé jusqu'ici de mener la gestion du pays. Nous demandons tout simplement l'indépendance de la zone. Nous n'avons jamais tourné autour. Notre discours a été clair depuis le 17 janvier. Nous voulons aujourd'hui que le Mali s'y retire de ses populations parce qu'il a montré son incapacité d'abord à intégrer l'ensemble de la population, à la traiter de la même manière, à la traiter à égal niveau dans le développement, dans le partage des ressources, dans la mise en place des politiques. Donc, c'est un constat, et ce n'est pas un constat précipité. La revendication que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une revendication illusoire, ce n'est pas un rêve. Elle se base sur des bilans qu'on a toujours faits, mais en cachette parce qu'on n'a pas l'occasion de le dire devant le monde, parce qu'on n'a pas accès aux médias, parce qu'on n'a pas accès aux outils de l'information. Mais croyez-moi, on a toujours fait des bilans. On a fait un premier bilan au lendemain du pacte national. On a fait un autre bilan en 2005. On vient de finir un autre bilan et chaque fois nos révolutions sont basées sur des bilans. Il y a un élément aussi sur lequel je vais finir, c'est la confusion que le Mali et certains médias, notamment des médias qui n'ont certainement pas eu l'occasion d'aller sur le terrain pour s'informer de la vérité, de la réalité des choses, la confusion qu'on essaie de créer entre nous et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous nous disons clairement que Al-Qaïda au Maghreb islamique a été volontairement installé par l'État malien. Il a été prémédité, encouragé et il a reçu l'hospitalité de l'État malien sur le territoire de la Zawad parce que l'État malien avait tous les intérêts à ce qu'il y ait une confusion sur ces places. Là aussi, ce n'est pas un discours gratuit. Au lendemain du 17 janvier, il y a beaucoup d'officiers, la plupart, la totalité aujourd'hui des officiers Touaregs qui avaient intégré l'armée malienne au lendemain du pacte national ont tout simplement déserté et ont rallié les mouvements nationaux de libération de la Zawad. Ces mêmes officiers nous ont confirmé qu'à 10 jours avant le 17 janvier, ils passaient à côté des bases des AQMI et que l'instruction leur était donnée depuis Bamako de ne pas inquiéter Al-Qaïda au Maghreb islamique, de ne pas les attaquer et de les éviter au maximum. 10 jours avant le 17 janvier, on a les preuves qu'il y avait des camps de Al-Qaïda au Maghreb islamique à moins de 10 à 15 km des bases des camps de l'armée malienne. Donc, l'État malien n'est ni plus ni moins qu'un partenaire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et il a aussi intérêt à cette confusion parce que des personnalités politiques haut placées au Mali sont impliquées dans le trafic de drogue. Ce n'est pas nous qui le disons. Des rapports ont été faits par des fonctionnaires des Nations Unies qui pointent directement du doigt les autorités maliennes dans le trafic de drogue. Et il y a moins d'un an encore, un avion cargo
atterrissait sans inquiétude, à moins de 100 km de la plus grande tour de contrôle de la ville de Gao. Cet avion a atterri sans inquiétude, a été déchargé sur place et la marchandise qu'il transportait disparaissait 1 heure après l'atterrissage de l'avion, avant de mettre feu à cet avion-là. Nous pensons qu'aucune analyse, aucun constat ne peut permettre de comprendre que de tels agissements, de telles activités de narcotrafic s'opèrent dans un État à moins de 100 km des tours de contrôle, à moins de 50 km du camp de gendarmerie de Tarkent, et qu'on nous dise que l'État malien n'est pas au courant. Donc si aujourd'hui il y a une confusion à faire, c'est une confusion. S'il y a un parallèle à faire aujourd'hui, c'est entre l'État malien et AQMI, et entre l'État malien et le narcotrafic. Nous nous désolidarisons, nous nous démarquons complètement de tous les groupes islamistes. Nous pensons qu'autant le Mali occupe illégalement ce territoire parce qu'il a été incapable d'engager des activités sérieuses de développement, autant Al-Qaïda au Maghreb islamique a occupé jusqu'au 17 janvier illégalement les territoires de l'Azawad en y pratiquant des activités indignes de la population locale. Les prises d'otages, le radicalisme, l'extrémisme n'ont jamais été des éléments de notre culture. Ils n'ont jamais été des pratiques du peuple de l'Azawad et ils ne le seront jamais. AQMI a fait plus de mal aux populations de l'Azawad qu'à l'Occident parce que les activités de tourisme ont tout simplement pris fin le jour où Al-Qaïda au Maghreb islamique a commencé à enlever les touristes. Les micro-projets financés par des associations européennes, par des ONG étrangères, qui étaient vraiment un début de développement pour les populations locales, parce que l'État était absent et que les partenaires étrangers ont commencé à venir et créer des relations directes avec les populations, ces partenariats ont pris fin parce que AQMI s'est installé. Et le Mali n'a jamais fait quelque chose pour empêcher à cet AQMI de s'installer, contrairement aux autres pays. Parce qu'on peut faire de la propagande. Le Mali a fait de la propagande. Mais les faits sont là pour démontrer la mauvaise foi de l'État malien vis-à-vis de ce fléau. La Mauritanie a combattu AQMI. Il y a des preuves. La Mauritanie a mené des actions contre AQMI jusque sur le territoire malien. Ça veut dire que AQMI, quand il fait des ravages dans les autres pays, vient se réfugier à l'intérieur du territoire malien. Et il n'a jamais été inquiété. Le Niger a mené des actions militaires contre Al-Qaïda au Maghreb islamique pour libérer des otages français. Donc ça, c'est des exemples, mais le Mali on ne peut pas donner un seul exemple où le Mali a mené une action contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, il y a un autre point récent, donc c'est la nouvelle carte que le Mali a fait sortir, parce que le Mali a perdu tous les combats qui l'ont opposé au MNLA. Il a perdu le contrôle des camps stratégiques, notamment le camp de Amachash, le camp de Tessali. Donc il n'a plus d'espoir sur le plan militaire. Alors on nous ressort une autre carte, c'est celle de dire que le MNLA combat avec un nouveau mouvement qui s'appelle Ansaradine, qui est dirigé par un Touareg. Nous disons que cela ne peut pas marcher une fois de plus. Parce que les réalités du terrain aujourd'hui ne peuvent pas, du jour au lendemain, changer les données du terrain. Les données du terrain montrent que le MNLA occupe le terrain. Les villes qui ont été libérées sont aujourd'hui sécurisées par les combattants du MNLA et nous sommes en train d'installer déjà une administration pour la continuité de la vie des populations. Il n'y a pas un seul endroit, une seule ville où on peut nous montrer des combattants ou une organisation autre que le MNLA. Donc si aujourd'hui on nous dit qu'il y a une autre organisation, qu'on nous montre la capacité de cette organisation et les résultats de sa présence sur le terrain.
Donc, le discours du MNLA vis-à-vis de l'ensemble des groupuscules islamistes est clair. Nous nous sommes engagés à redonner de l'espoir aux populations de l'Azawad. Et l'espoir ne peut pas être donné aux populations quand elles sont victimes de la manipulation des groupuscules islamistes tels que AQMI ou tout autre groupuscule islamiste qui a les mêmes démarches, la même idéologie et les mêmes ambitions. Donc nous nous démarquons officiellement, tant sur le terrain que envers ceux qui s'intéressent à la question de l'Azawad aujourd'hui, de ces pratiques et de ces groupuscules-là. Donc c'est un peu ce que je voulais apporter. Et merci encore une fois pour votre invitation. Et je tiens aussi, avant de terminer, à remercier vraiment les organisations amazighes qui, depuis mon arrivée ici, ont beaucoup fait pour porter le message de l'Azawad. Que ce soit au niveau des manifestations que nous avons déjà organisées, au niveau des gens, de ce genre de débat qui permettent vraiment la compréhension du problème. Donc, je tiens à les remercier une fois de plus. Et que le combat que mène aujourd'hui les MNLA, c'est aussi, on pense, le combat des Amazirs partout où ils sont. Et comme je l'ai dit aussi à Rabat, nous pensons qu'autant l'Europe a été solidaire de la Grèce, autant les Arabes sont solidaires de la Palestine, les Amazirs doivent aussi être solidaires envers l'ensemble des peuples amazirs qui se battent pour la liberté. Voilà, merci à tous les deux. Mehdi et Moussa. Si vous voulez, on ouvre le débat pour les interventions. Mohamed, oui. Bonjour, je suis Alain du Maroc, région du Maroc, sud-ouest du Maroc. Donc nous sommes solidaires bien sûr du combat de l'Azawad. Ce combat pour l'indépendance de l'Azawad a fait naître chez nous l'espoir de voir enfin naître un pays, un État amazigh indépendant, dans lequel les Amazirs seraient pour une fois les maîtres. Il y a juste une chose qui me gêne quand je vois les documents officiels du MNLA, c'est la place occupée par la langue arabe. Alors je me dis, est-ce que ça ne va pas être encore la langue officielle de cet État amazigh de l'Azawad indépendant? Donc j'aimerais bien que vous me disiez les proportions des Arabes sur le territoire de l'Azawad, ou même les autres ethnies, Sonraï, Peul, etc. Même s'il n'y avait pas eu de statistique officielle, quelle serait à peu près la proportion approximative de ces populations, donc, et quelle est la proportion des femmes? أكل أنا زواج لماذا عن السودرنات بس لماذا عن السودرنا الخرمت وردت قلت ما زق لنا في سيال أنا يبدو لنا لقاء إنما سوارنا يعني أستجد تعرف لو كتبنا الناس وينها تروح هذا تعرف التكافؤ أنت تدارني وأنت تدرس هذه الخدمات الأدمنستراتيفية هذا تسوارنا الخدمة بدون توقعنا في جانبنا الاختيار تيران أخذت الدليل تكون تنتهي من البوست ما شفت عن بجد. Donc, le fait que la langue arabe, l'écriture arabe sur les documents, il n'y a pas seulement l'écriture arabe, il y a le français. Par exemple, quand on prend le logo du MNLA, c'est écrit en français, en tifinagh et en arabe. Et c'est plus par un souci de donner une lisibilité et une compréhension plus large de ce que nous faisons, qu'une volonté de donner un privilège à la langue arabe. Au Mali, par exemple, jusque-là, la langue officielle c'est le français.
Et nous savons que la plupart des Amazères et de la population de l'Azawad qui n'est pas au Mali est plus dans les pays où il y a suffisamment la présence de la langue et de l'écriture arabe. Donc c'est vraiment par souci de lisibilité, de donner une lisibilité et de donner une possibilité à tout le monde de pouvoir lire l'essentiel du combat des MNLA, qui a la présence de toutes ces écritures. C'est loin d'être une volonté de donner une place voilà, à une langue particulière. Quelle est la proportion donc des ethnies arabes du Nord? Là aussi, je pense que Miguel a répondu. Sur les 3 régions de l'Azawad, tant d'un point de vue historique que d'un point de vue présent, les Amazères sont majoritaires. Et c'est eux qui ont forgé, depuis des millénaires, l'histoire de ces régions-là. Mais nous disons qu'il y a d'autres populations. Les populations Songhoi, Peul et les populations Moab. Mais la majorité, c'est les Touaregs. Les Moab sont les moins nombreux. Les Songhoi un peu plus. Donc, si d'un point de vue important, c'est les Touaregs, les Songhoi, les Peul et ensuite les Moab. Voilà. الناس كان يظهر نبغى أن جيت متى وانتي نمدر وارسم زيها نغيكري. Voilà. Nous ne voulons pas non plus mener sur les populations avec lesquelles on cohabite les mêmes discriminations que le Mali a menées sur nous. Donc on tient compte, on connaît le goût de l'injustice et on ne souhaite pas que ces injustices soient menées sur les populations avec qui on cohabite et avec lesquelles on a partagé tout ça. هذا تقريبا نيت ممكن في اللاس مقصدنا كانت أسأل كل تيرتان نغتاول كان هذا غرد ممكن تنتي بعوار نغسل تنتي الأسأل خال غرد السوداء تنتي وفلاس نت متفتزولي ناقين. Et on peut avoir peur de beaucoup de choses, mais il y a une seule chose dont on n'aura jamais peur, c'est mettre fin à notre langue, à notre culture. Notre langue et notre culture, sur notre territoire, résisteront à tous les obstacles. Et on est loin d'être parmi les peuples qui ont laissé mourir leur identité, leur culture et leur écriture. Merci. Vas-y, Azdi. D'autres questions, c'est important pour moi. La position des populations sur le fleuve Niger, ceux qui sont sédentaires ou semi-sédentaires, est-ce que vous appelez la frontière? Vous n'avez pas beaucoup déterminé, mais on imagine que c'est le fleuve Niger. Non. Quand vous dites de frontière du sud, il y a un flou. Je voulais savoir quelles sont la position des populations qui sont Touaregs, qui sont autres, morts et tout ça. Certains sont sédentaires, d'autres ne le sont pas, surtout le long du fleuve, avec votre mouvement. C'est la première question. La deuxième, je viens noter votre position par rapport à qui. Est-ce que vous avez une position concernant les prises d'otages et le fait de payer? Vous savez qu'il y a certains gouvernements qui, indirectement, soutiennent financièrement les terroristes islamistes en payant des rançons. Et actuellement, dans les conventions internationales, on travaille pour que la rançon soit considérée comme un moyen de soutien aux terroristes. Et donc d'interdiction internationale de cela. Et il se trouve que certains gouvernements, principalement le gouvernement français, ne va pas dans ce sens-là, celui de l'interdiction de la condamnation pour le but international, de paiement des rançons, qui est l'une des sources avec effectivement le narcotrafic, qui effectivement est à l'intérieur des systèmes administratifs, politiques, politico-administratifs du Mali, comme d'autres pays,
et qui participent au financement de ce mouvement-là, qui eux-mêmes arrivent finalement à justifier aussi d'autres interventions qui risquent aussi de ne pas être dans l'intérêt ni du peuple malien, ni du peuple touareg, ni du pays environ. Donc il y a aussi des gens qui jouent le jeu des apprentis sorciers pour maintenir des situations. Une autre question sur l'idée, vous demandez l'autodetermination. Quelles sont les implications, les démarches que vous comptez faire au point de vue international, connaissant un peu la position de l'Union africaine et des Nations Unies sur la question de ce qu'on appelle, jusqu'à présent, toute réserve, la question de l'intangibilité des frontières. Cette question maintenant, elle est, comme au Soudan et au Kosovo, en Serbie, battue en brèche, la question de l'intangibilité des frontières. Comment vous allez penser, imaginer, pour obtenir, au-delà de l'action armée, au niveau de l'action diplomatique et politique, le droit à l'autodétermination de ces populations-là dans un cadre international et au niveau du droit international. كيسيون تتزعل كانت الحلولنا الغدمالي نسان تنت شروطنا فليف وانجوس بانجاكارا اس فرانكيرنا لو شروط وان فلا ينافون كي اس فرانكيرنا population تتزعل هذا كله في تهمان نتاعتو ما سواتها هذا قل أزواج ناس أو نعم جيها كتاين بموقف تنسف تتقل مالي نوية تتقل مالي. Pour la question des populations du côté du fleuve Niger et du manque éclaté par rapport à la frontière du côté sud. La frontière de l'Azawad du côté sud n'est pas confuse. On traverse le fleuve Niger jusqu'à Bandiagara, un peu avant la ville de Mopti. Nous allons pour le Douanza. Donc c'est là que se limite l'Azawad de l'autre côté du fleuve Niger. Le fleuve Niger ne peut pas être la limite frontalière avec le Mali parce qu'il y a des populations de l'Azawad qui vivent derrière le fleuve Niger, qui tant des populations pastorales, de nomades, que des populations de l'Azawad qui font des champs de mil et autres, donc tout au long de la route qui va vers Mopti jusqu'à Bandiagara. Et de l'autre côté, c'est Niafonké, donc du côté de Tombouctou vers Ségou, la délimitation c'est Niafonké. Et ces populations ne sont pas seulement Touareg, Peul, Songhouï et Mor. Donc dans le brassage culturel et dans l'activité économique, il y a des populations du sud qui sont venues jusque-là. Donc ces populations auront le choix de s'attacher à l'Azawad ou alors, si elles ne se retrouvent pas dans l'Azawad, elles sont libres de faire leur choix. Donc ça c'est par rapport à la question de la frontière et des populations qui vivent. Même des Azawadiens qui vont attacher les Mali, attacher les Mali. Que l'Azawadi, le principe du respect de la volonté des populations est un principe très important dans les combats yéméniens. Donc même s'il y a des Touaregs qui souhaitent rester de l'autre côté rattachés au Mali, ça n'engage que eux. Mais la volonté des populations, en tout cas sur le territoire de la zone aujourd'hui, la majorité de la population, l'écrasante majorité, se retrouve dans le combat actuel mené au sein de la zone. Le problème c'est que أنا في مكان بأمن لهم هار مراد ورنا موقس لي رواية مثلا دينت ولا رواية نيجانشي نسيدر عندها أتمنى البروبلم ده وقتنا وقتنا
نسيت الهندام هذا فهمني ما مثلا زجرنا مثلا نقل مثال مرسل فديش ورنا موقس الواي وين ناظر في جان شدين الواي وين الدين تجان شيني ين كاور نجي فاسنا نخلي بس ورنا السنة وهنا نيسستان. Donc par rapport à la prise d'otage, depuis au sein du MNLA, le discours il est clair. Nous dénonçons ces pratiques-là de prise d'otage, de commercialisation d'êtres humains, parce que c'est vraiment du commerce d'êtres humains. Donc nous dénonçons ces pratiques et nous avons clairement exprimé notre volonté de voir ces groupes qui mènent ces actions quitter le territoire de la Zawad. Depuis le 17 janvier jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas rencontré de prise d'otage sur le terrain. Donc il n'y a pas eu de prise d'otage sur le terrain depuis le 17 janvier à maintenant. Et en tout cas, on ne l'a pas vu. Ça ne s'est pas opéré, en tout cas, sur la partie du territoire que nous contrôlons. Donc c'est un peu la réponse. Voilà. Et on n'a pas rencontré non plus des personnes qui sont impliquées dans le système de négociation, parce que c'est des complices aussi du système d'otage et de tout ça. On n'a pas non plus rencontré des personnes chargées de la négociation entre les preneurs d'otages et les autorités qui remettent de l'argent pour leur libération. Et il conclut en disant que nous souhaitons ne pas les rencontrer et nous souhaitons ne pas les voir sur notre territoire pendant ce lutte que nous sommes en train de mener. Donc le jour qu'on va les rencontrer, le jour que l'occasion sera offerte pour rencontrer soit des preneurs d'otages ou des personnes impliquées dans ce genre de chantage, nous saurons prendre les dispositions qui s'imposent. القانون الناس من الشريعة الناس من قوتنا الحقوان والقانون فكان بس أصلا لازم يكونون السندان الشامل وأنت تقول عن فيزا من بتوكل نسيت أرهن هنص السين هن الدويلة ستوجه الدبارة في مثلا السير كنت أرى من كان يدورنا له تدين وين هرب مستانس السيني فلاس كما شاء الامتحان بتوجهنا ورد أقسم تبني على شيء وهو له تدين توجهنا اليدين عليش نكنا دار مترابل القانون له. Pour la question liée au droit à l'autodétermination et aux démarches que nous devrons mener pour l'acquisition de ce droit-là, nous pensons que nous ne sommes pas différents de tous les peuples qui ont demandé et qui continuent à demander leur droit à l'autodétermination. Nous allons emprunter le même chemin sur le plan diplomatique, sur le plan politique, pour vraiment demander des soutiens pour ce droit, pour que ce droit soit une réalité. Mais on n'est pas surpris parce que nous n'avons jamais été réellement considérés comme les autres peuples depuis 1958 jusqu'à maintenant. La souffrance et la douleur du peuple de l'Azawad n'a jamais été portée réellement au niveau où il devrait être porté. Donc ça ne nous surprend pas non plus qu'aujourd'hui la demande que nous faisons pour le droit à l'autodétermination ne soit pas portée de la même manière que pour les autres peuples qui l'ont réclamé, qui l'ont eu ou qui continuent à le chercher. Et si nous arrivons à la conclusion que on n'a pas les mêmes droits que les autres peuples qui demandent l'autodétermination, nous allons mener notre combat d'une manière différente aussi de ceux qui le réclament. Mais pour le moment,